Nom d'un clito. 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 Nom d'un clito, le podcast qui se fout des tabous. Une exploration sans filtre ni excuse de la santé sexuelle au féminin et au masculin. Des témoignages intimes, des récits de vie, des interviews d'experts et d'expertes, des conseils et une communauté où ta voix compte. Je suis Céline Guillan, facilitatrice de l'univers Nom d'un clito. On parle beaucoup de sexualité, mais est-ce qu'on sait vraiment de quoi on parle ? Pas toujours. Et si plutôt que d'attendre que ça tricote le marshmallow, tu sais, ce petit frisson qui monte quand la libido s'échauffe doucement, on allait voir ce qui se passe avant que le feu prenne. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Nom d'un clito. Mon invité du jour, c'est Fabienne Kaiser. Salut Fabienne et bienvenue au micro du clito. Salut Céline, merci pour ton invitation. Avec plaisir. Fabienne, toi, tu es sexothérapeute et après avoir été enseignante en école primaire pendant plus de 20 ans, tu as décidé d'accompagner aujourd'hui des femmes et des couples dans leur chemin vers une sexualité plus libre, plus saine et plus consciente. Et puis ta reconversion est née d'une urgence personnelle, d'une prise de conscience assez brutale, le fait que 2 personnes très proches de toi ont été victimes d'inceste. Et depuis, tu t'es donné une mission, une belle mission claire et courageuse, celle d'assainir le marécage de la sexualité et tout ce qui peut mener à la perversion. Alors dans cet épisode, Fabienne, on va questionner ensemble ce qu'on met derrière ce mot sexualité. On va déconstruire les scénarios qu'on nous impose et puis remettre de la liberté là où souvent il n'y a que du conditionnement. Est-ce que tu es prête à répondre à mes questions, Fabienne ? Absolument. Alors allons-y. Nom d'un clito. Interview. Première question, Fabienne. Si je te dis sexualité, comme ça, brute de décoffrage, qu'est-ce que ça t'évoque ? Et est-ce que ta définition a changé au fil des années de ta vie de femme, de mère ou ta vie pro ? Alors, tout de suite comme ça, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que j'aimerais qu'on trouve un autre mot que ce mot-là. Parce que déjà, il est chargé. Il est vraiment chargé de beaucoup de choses. On a beaucoup de préjugés par rapport à la sexualité. Et puis, bon, on dit que l'étymologie de ce mot, mais c'est encore sujet à question, viendrait du mot sectare en latin et que ça signifie couper, diviser. Ah, ok. C'est intéressant parce que la question moi, que je me pose, c'est de quoi est-on coupé et qu'est-ce que ça divise en fait en nous, cette façon d'appréhender que nous avons la sexualité aujourd'hui. Et le mot sexualité date du XVIe siècle. Et en repensant à cette émission aujourd'hui, je me suis dit, mais comment on parlait de sexualité avant? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors, ce serait un bon micro-trottoir aussi de se demander ce que ça signifie pour les gens, la sexualité. Je serais curieuse d'entendre les réponses que les gens donnent. Donc, pour ce qui me concerne moi, et c'est que mon point de vue, je vais parler de mon expérience et de ma sensibilité. Outre le fait que j'aimerais qu'on change de mot, c'est vrai que ça a beaucoup évolué, ma vision de la sexualité. Disons que quand j'étais très jeune, je ne me posais pas trop de questions là-dessus. Et longtemps, je me suis pas vraiment posé de questions. J'ai vécu ma vie comme ça. C'est que vers la cinquantaine, en fait, que vraiment, il y a beaucoup de questions qui ont surgi. Alors, pas parce qu'à cet âge-là, c'est pas à cet âge-là que j'ai appris pour les actes incestueux dans ma famille, c'était bien avant. Donc, il y a quand même eu un cheminement. C'est pas que je me suis posé aucune question. Mais j'avais pas conscience qu'on pouvait, comment dire ça, en parler librement, qu'on pouvait échanger là-dessus sans tabou, sans honte. J'étais imprégnée de beaucoup de choses quand même.
Et ce qui m'a donné conscience que moi, je portais quelque chose, peut-être de différent, et que j'avais à apporter quelque chose aux gens par rapport à ça. C'est une amie, en fait, qui, alors que je lui racontais ma vie, j'ai eu beaucoup d'expériences amoureuses dans ma vie, me disait, mais toi, il faut absolument que tu accompagnes les gens sur le sujet de la sexualité parce que tu vois les choses autrement. Et c'est vrai que si on pense sexualité, on pense relation sexuelle, la plupart Mhm. du temps. Et moi, je me suis rendu compte dans mon cheminement que la sexualité, en fait, c'est l'énergie sexuelle, c'est l'énergie de vie. Et l'énergie sexuelle, c'est l'énergie de vie. Et derrière l'énergie de vie, il y a quelque chose d'extraordinaire. Parce que l'énergie de vie, c'est ce qui permet au gland, au petit gland, de devenir un chêne. C'est ça l'énergie de vie. Et l'énergie de vie implique aussi l'énergie de mort. Oui. C'est-à-dire que pour devenir chêne, ce petit gland, il va devoir mourir à sa forme de gland. Il Mhm. va devoir un jour mourir à sa forme de germe, etc., pour évoluer, pour changer. Donc il y a la notion de cycle de la vie aussi qui entre en ligne de compte, etc. Donc oui, la sexualité pour moi, c'est bien plus que cette image de relation sexuelle qu'on en a. C'est toute, ça fait la sexualité, si vous voulez, ça englobe toute notre vie. Toute Mhm. notre vie, tout notre cheminement. C'est cette énergie qui nous fait vivre, c'est cette énergie qui, d'un bébé va faire un enfant, d'un enfant va faire un adolescent, d'un adolescent va faire un jeune homme, une jeune femme, puis un adulte, etc., puis un vieillard. Et à chaque fois, à chaque étape, il va falloir mourir à la forme qu'on avait avant, avant ça. Voilà. Oui, ça, je suis passionnée par ça depuis que j'ai pris conscience de tout ça. Je me dis, waouh, mais en fait, cette énergie-là, c'est aussi l'énergie du désir de vivre, Mhm. du désir par rapport à la vie. C'est ce qui nous pousse vers le monde, vers le partage, vers la relation. C'est tout ça, la sexualité. Voilà, c'est pas que le sexe comme on pourrait le penser et comme bah il y a tellement de croyances qui tournent autour et puis c'est vrai qu'on baigne toutes et tous dans des récits qui vont autour de la sexualité, comme le missionnaire, l'orgasme à deux, le désir qui doit toujours être là. Et Fabienne, c'est quoi pour toi les scénarios les plus toxiques qu'on nous vend comme, entre guillemets, normaux? Ben, les plus toxiques, c'est c'est tout ce qu'on voit déjà dans les films, en fait, par rapport à la sexualité. Mhm. La sexualité dans les films, c'est le plus souvent. Alors, il y a des endroits, il y a des films qui montrent un peu autre chose, mais c'est quand même pas courant. Donc, qu'est-ce qu'on voit de la sexualité dans les films? On voit un homme finalement qui va s'accoupler avec une femme dans une énergie très forte, ça dure peu longtemps et ça débouche sur un orgasme. Mhm. Ça, c'est notre culture. Et ça, c'était ma culture de ma génération, parce qu'aujourd'hui, je ne parle même pas des films porno qui font l'éducation des jeunes. Donc, il y a vraiment, oui, ces scénarios finalement, le scénario le plus toxique, c'est que la sexualité, c'est préliminaire, pénétration, orgasme. Voilà. Mhm. Et je dis pas que c'est mauvais, ça, c'est une partie de notre sexualité qui est chouette aussi, qui est chouette à vivre, hein. Mais il n'y a pas que ça. Et ça Mhm. nous coupe, du coup, de tout ce qu'on pourrait vivre par ailleurs. Du coup, on est dans des projections de ce qu'on attend de la sexualité. Et on n'est plus dans la présence à soi et à l'autre. On est dans ce qu'on attend, Mhm. soi et de l'autre. Alors qu'on pourrait, avec plus de présence à soi, plus de connaissance de soi aussi, parce on ne sait pas vraiment comment on fonctionne, ni les hommes ni les femmes. Donc nos rencontres sexuelles, de relations sexuelles, sont normées, en fait, sont dans des projections, sont dans le mental et pas dans le corps, en fait. Mhm. C'est ça la réalité. On est dans le mental, dans nos relations, dans nos partages sexuels. On n'est pas dans le ressenti corporel, dans ce dont nos corps ont besoin et ont envie. Mhm. Et je pense qu'il y a beaucoup de communication à remettre dans tout ça, euh, d'éducation aussi. Voilà. Et, ouais. Après, on a beaucoup d'injonctions aussi par rapport à la sexualité. C'est pas seulement des scénarios, c'est des croyances. Ouais. La croyance, par exemple, que les hommes ont plus de désir que les femmes. La croyance que si on fait pas l'amour avec son homme, il va aller voir ailleurs. Bon, ça, voilà, j'en cite deux, mais il y en a plein là. Il y a beaucoup de honte aussi, et puis
Je dis toujours, hein, quand les femmes viennent me voir, les femmes que j'accompagne, on a beaucoup de couches à enlever, parce qu'il y a la couche de notre histoire, il y a la couche de l'histoire de notre lignée, et il y a la couche de l'histoire de notre société par rapport à la sexualité. Et c'est tellement imprégné de trauma que oui, c'est quand même complexe, quoi. Puis il y avait une question que je voulais te poser, Fabienne, pendant que tu parlais, ça me faisait penser à ça. Tu sais, quand tu parles des pornos, le fait qu'il y ait beaucoup de jeunes qui s'éduquent avec ça parce qu'ils n'ont pas forcément d'autres outils pour le faire. Euh, J'étais en train de me dire aussi que ça normative la relation et que finalement, ça coupe aussi de l'imaginaire, de tout ce qu'on pourrait faire autour de... Parce qu'il y a cette image, mais c'est toujours la même chose hein, dans les films, ou même qu'ils soient porno ou pas, hein, euh, et que finalement, ça dit pas, mais tu peux t'approprier ta sexualité comme tu veux à partir du moment où tout le monde est consentant et adulte et puis que c'est fait dans le respect. Mais tu peux imaginer, tu peux aller voir, tu peux explorer, t'autoriser. C'est vrai que je trouve assez dommage. C'est quoi ta position à toi, Fabienne, par rapport à ce que je te dis? Alors, déjà, j'ai envie de dire que j'ai appris, moi, à travers ma formation de sexothérapeute, que les premières images porno se regardent dans les cours de récréation de CM2. Ça fait des enfants qui ont quel âge à peu près? Eh ben, on 10, 11 ans. J'étais effarée de ça, donc ça m'inquiète aussi. Bien sûr, ouais. Et oui, ça m'inquiète parce qu'il y a l'image de la femme aussi dans ces films porno, hein, qui est quand même compliquée. Mhm. Et ce qui m'inquiète aussi, c'est que ça fait des jeunes qui sont dans un monde virtuel de la sexualité qui correspond pas du tout à la réalité. Mhm. Et il y en a, et moi j'en ai, que j'accompagne, qui deviennent déjà accros à la pornographie. Ça, c'est vraiment compliqué, c'est une addiction comme une autre, hein. Mhm. Et puis il y en a d'autres qui n'arrivent plus à faire l'amour dans la réalité parce que ça ne correspond absolument pas à ce qu'ils voient et au scénario qu'ils voient dans ces films. Mhm. Et ils n'arrivent pas à imaginer autre chose, à vivre autre chose. Ils sont complètement dans leur projection, en fait. Ils sont plus du tout dans leur corps, dans la réalité de la chair, de la matière. C'est des images mentales. Voilà, donc je pense qu'il y a vraiment là aussi de la parole à mettre là-dessus, à les accompagner. Et c'est vrai que les parents sont souvent démunis par rapport à ça, et même les enseignants. Mhm. Et, et je vois bien pour l'avoir vécu, puisque comme tu l'as dit, j'ai été enseignante à l'école primaire, et même si j'étais encore beaucoup moins avertie de toutes ces choses-là, les parents, c'est difficile de parler de sexualité à l'école, parce que les parents ont aussi toutes leurs projections, toutes leurs croyances, toute leur vision de ça, et qu'il y a beaucoup de silence. On voudrait ne pas en parler, en fait. On voudrait que ça reste dans le silence. Mhm. Parce que ça remue tellement de choses, tellement de souffrances, tellement de traumas, que ouais. Donc il faut y aller, voilà, petit pas par petit pas. Je sais pas, voilà, la porno, c'est. Je dis pas que c'est mauvais, je veux pas non plus jeter la pierre à ceux qui regardent la porno, mais il faut vraiment prendre de la distance par rapport à ça. Et les enfants sont pas capables de mettre de la distance. Et tu disais, bah, tu viens de rappeler que tu as été prof, et puis aujourd'hui tu es sexothérapeute, tu es aussi une femme qui a traversé des trucs lourds. Fabienne, à quel moment est-ce que tu as senti que ta propre sexualité avait besoin d'être revue, nettoyée, réinventée? Oui, j'ai senti ça à un moment donné dans mon couple. Donc, dans ma vie, moi, j'ai été mariée 2 fois. J'ai été mariée une première fois avec le père de mes enfants et ensuite j'ai divorcé, j'ai été seule quelques années. Enfin, j'ai eu des histoires, mais je me suis vraiment remise avec quelqu'un 5-6 ans après. Et avant ça, j'ai eu beaucoup d'histoires amoureuses, parce que moi je suis quelqu'un qui tombe en amour. Et je crois toujours que voilà, j'ai toujours cru que c'était l'amour de ma vie chaque fois. Et je dois dire que ma sexualité, elle m'a pas posé de problème en dehors des relations de longue durée. Donc ça, c'est intéressant à observer, quoi. Par contre, dans mes relations de longue durée, quand j'ai commencé à habiter sous le même toit que mes 2 partenaires de vie,
j'ai remarqué que c'était beaucoup plus compliqué d'être dans une sexualité libre, épanouie, facile, légère. Mhm. Comme si le poids, justement, des traumas de ma famille, des femmes de ma lignée, pesait sur moi dans ces relations-là. Et que Mhm. c'était beaucoup moins présent dans les relations qui étaient, comment dire, moins, on va dire moins normées, peut-être aussi, moins Ouais. conventionnelles. Euh, oui. Et donc, avec mon deuxième mari, euh, au bout de 10 ans, je veux dire, de relation, je lui ai dit que je voulais plus avoir de relation comme ça. Et ça, c'était suite aussi à toutes mes découvertes, parce que ce n'est qu'à 50 ans, et j'en ai 58, 59 cette année bientôt. Donc ça fait pas longtemps, c'est très récent que j'ai commencé vraiment à mettre de la lumière sur tout ça, à sortir de l'ombre complètement, les vieux schémas, les vieux traumas, etc., etc. Concernant la sexualité, proprement dit, l'énergie de vie, parce que c'est vrai, encore une fois, parler de sexualité, pour moi, c'est... Ouais, j'aime pas ce mot. Mhm. Mhm. Parce que ouais, l'énergie de vie, finalement, c'est toute notre façon d'appréhender le monde et l'autre. Et quand j'ai dit à mon mari que je voulais plus ce genre de relation, ça a été très compliqué. On a vraiment patiné longtemps. Je dis pas que c'est encore réglé, quoi. Mhm. Parce que Mhm. les schémas et les conditionnements ont la vie dure, hein. Mhm. Et pour moi, c'est vraiment important de sortir de la course à l'orgasme pour découvrir autre chose. Je dis pas qu'il ne faut plus avoir d'orgasme, c'est très bien d'avoir des orgasmes, mais pas systématiquement. Pour expérimenter d'autres choses, il y a des moments où où on se dit, voilà, on va pas chercher ça. On va voir ce qui est là si on cherche pas ça. Et d'explorer toute cette énergie autrement. La faire circuler autrement, la faire, comment dire, l'élargir au lieu de la comprimer. Retombe vite hein, dans les vieux schémas, on voit que notre cerveau il est conditionné à l'orgasme. Et c'est ok, enfin voilà, il n'y a pas de mal non plus, hein, mais pour expérimenter d'autres choses, il faut se déconditionner à ça. Mm. Aussi, ouais. Puis ce que je peux observer, c'est que ça va vraiment dans la subtilité, comme quand tu parlais de couches, bah, t'as pu enlever une couche et puis finalement tu tombes sur autre chose. Ah bah tiens, j'avais pas vu ça comme ça. Et puis ça me tombe sur la figure. Comme je dis, c'est parfois tellement subtil que tu vois pas l'injonction ou le conditionnement derrière. Chez moi, la couche la plus dure à enlever, ou la part la plus difficile comment dire, à intégrer, je vais pas dire à faire taire, parce que je pense que toutes les parts de nous sont à intégrer et pas à faire taire. Bien sûr, ouais. Il y a de l'amour à mettre dessus. Donc c'est la part de moi qui se méfie des hommes et qui a l'impression que les hommes veulent quelque chose de moi. Et que même mon mari, en qui j'ai confiance et que je sais qu'il voilà, est de bonne volonté et qu'il m'aime, etc., que même de lui, je me méfie encore par moments. Mhm. Mhm. Et où j'ai l'impression qu'il veut quelque chose de moi. Et qu'il y a, il y a, comment dire, cette part de moi, l'impression qu'elle est obligée de le lui donner. C'est tellement profond, ça. C'est tellement profond parce que c'est notre histoire en tant que femme, pendant des siècles. Je pense que c'est de là que ça vient, parce que je vois pas encore. Il y a ma mère qui est là actuellement à la maison avec moi et elle a 83 ans et elle me disait c'est une très belle femme physiquement, dans les canons de beauté et elle a été embêtée par les hommes, mais de façon incroyable. Et Mhm. tu sais, la souffrance que c'était pour elle. Donc je suis aussi imprégnée de ça, de devoir tenir les hommes à distance pour me protéger. C'est vrai que inconsciemment aussi les parents enfin tout ce qui s'est passé quand tu parlais de transgénérationnel, ben tout ce qui se passe avant, ça se transmet dans l'éducation et dans les traumas qui sont les secrets de famille aussi, enfin tous ces trucs qui font que la sexualité, ça devient quelque chose de dégueulasse, que il faut cacher, que c'est la honte, culpabilité et tout et tout. C'est tellement fort en nous, ça. Ouais, et j'ai fait une formation en psychotraumatologie là récemment où nos formatrices nous disaient que l'épigénétique, c'est la science qui étudie donc l'impact de l'environnement sur nos gènes, Mhm. que l'épigénétique a démontré que l'impact de nos traumas est transmis sur 16 générations. C'est énorme. 16 C'est générations, énorme. c'est 400 ans. On s'en trimballe des trucs.
Ouais. Ah ouais, carrément. Nom d'un clito, abonne-toi et like tes épisodes favoris. C'est Céline et t'as toujours le clito dans tes oreilles. Aujourd'hui, avec mon invitée Fabienne, on questionne la sexualité et les représentations toutes pourries qui peuvent rendre le plaisir de l'intime en un truc de comparaison, de performance ou de toxicité, ou même des secrets, comme on disait tout à l'heure. Et puis justement, Fabienne, pourquoi, selon toi, c'est si difficile d'associer sexualité et simplicité? Et puis pourquoi est-ce qu'on colle toujours la performance, le jugement, les non-dits dans nos rapports sexuels? Bon, déjà pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées, hein, de Mhm, trauma, d'abus, d'oppression de la sexualité féminine, parce que quand même nos grands-mères, et même nos mères, enfin ma mère, ma grand-mère, euh, n'a pas pu vivre une sexualité ouverte. C'était mhm. pas autorisé. Et ça, on le porte dans nos mémoires. Donc ça, je pense que ça pèse très lourd. Et après, aujourd'hui, alors, à contrario, aujourd'hui, il y a comme si on devait avoir une sexualité épanouie, comme si un couple devait avoir une sexualité régulière, que si on n'a pas une sexualité régulière, c'est qu'on s'aime plus. Enfin, il y a toutes ces croyances. Et je le vois bien parmi les couples que j'accompagne quand ils me parlent beaucoup de performance. Ils me disent, par exemple, on se rencontre pas beaucoup sexuellement, mais quand on se rencontre, on n'est pas très performant, hein. Alors oui, c'est des croyances comme ça qui sont véhiculées par les images qu'il y a autour de nous. Euh, et puis comme on n'en parle pas, c'est- on a des idées qui sont pas liées à la réalité en fait, qui sont pas liées à la. C'est vraiment ça, je crois, à la réalité. On vit dans un monde virtuel, relié à des projections qui sont induites par des silences sur les choses et par des images autour de nous, par des lectures aussi peut-être, par des choses qu'on entend et qu'on interprète quand on est plus jeune. Mais les hommes aussi, hein, c'est très dur pour eux ça, parce que on leur a mis sur le dos ils doivent faire jouir la femme, quoi. Ouais, oui, Ça, ouais. je vois bien aussi dans les couples que j'accompagne, c'est très très fort chez les hommes. Ils ont besoin de sentir qu'ils ont donné un orgasme à leur partenaire pour se sentir performant, compétent, viril. C'est aussi à déconstruire tout ça. Et ça me fait penser dans ce que tu dis, au fait que il peut y avoir quand même pas mal de personnes qui confondent sexe et amour, que parce que tu aimes ton ou ta conjointe, ton partenaire, tu vas forcément, ça passe par la case rapport sexuel. Alors je dis pas qu'il faut pas en avoir du tout, hein, c'est pas mon point du tout, mais parfois la limite est vraiment très fine entre est-ce que je reste aimable s'il n'y a pas de rapport sexuel? Est-ce que tu le rencontres ça, toi, dans tes consultations, Fabienne? Oui, oui, oui. J'ai des questions comme ça. J'ai une femme que j'accompagne depuis un moment qui m'a demandé, qui n'a pas envie de sexualité et qui m'a demandé si elle n'a pas de sexualité, est-ce qu'elle est vraiment une femme? Mm. Et est-ce qu'on est obligé d'avoir de la sexualité si on est en couple? Alors évidemment que même si on n'a pas de sexualité et qu'on est une femme, on est une femme, c'est bien sûr. Qu'on n'a pas besoin de vivre la sexualité si on n'en a pas envie. Mhm. Et dans un couple, on n'est pas obligé d'avoir de sexualité, mais il faut que ce soit consenti des deux côtés. Il faut que ce soit parlé, il faut que ce soit communiqué. Si on a, si l'un des partenaires n'a pas envie de sexualité, mais que l'autre on meurt d'envie, et je vois ça des gens qui n'en parlent jamais, et donc ça prend des distances dans la relation, c'est terrible. Donc c'est possible si c'est parlé, si c'est ok pour les deux. Le consentement, ça va dans les deux sens aussi. Bien Il sûr. faut, il faut consentir à la sexualité ou à la non-sexualité. Et si on arrêtait 2 secondes de courir après une sexualité idéale, ce serait quoi pour toi, Fabienne, une sexualité saine? Tu sais, la sexualité pas parfaite, pas Instagrammable, mais juste une sexualité humaine.
J'ai envie de te répondre par un exemple de ma vie, de mon expérience. C'est que dans notre cheminement chaotique avec mon mari par rapport à la sexualité, on a instauré, ce que je préconise d'ailleurs aussi aux couples que j'accompagne, un rendez-vous pour l'intimité des Mhm. corps, sans parler de sexualité, pour l'intimité des corps. Et ça nous est arrivé un jour d'être tellement fatigués, non, à ce moment-là, où on avait Mhm. prévu de se rencontrer, que nous nous sommes endormis dans les bras l'un de l'autre et que ça a été un moment merveilleux. Mhm. Voilà. Et alors, c'est certainement pas la sexualité idéale qu'on peut imaginer ou projeter, mais en tout cas, ça a été un moment de partage de couple fantastique, Mhm. avec un lâcher-prise total sur ce qui était là et sans rien vouloir d'autre que ce qui était là. Et peut-être que c'est ça, ce serait ça une sexualité pour moi, en tout cas idéale, c'est de ne rien vouloir d'autre que ce qui est là, en fait. Et que si je suis en présence de mon partenaire, qu'est-ce qui est présent pour moi? Qu'est-ce qui se passe? Dans mon Mhm. corps, dans mon cœur, peut-être dans mes pensées aussi. Et de le partager. On part de cet endroit-là et sans savoir où ça va nous mener en fait. Alors, voilà, sans projection, sans attente, juste dans le plaisir d'être ensemble. Oui, et d'avoir cette connexion dans l'intimité qui passe pas forcément par la case sexe, pénétration, orgasme. Exactement. Et moi, je me suis rendu compte que pour passer par la case pénétration, orgasme, etc., moi, de toute façon, j'avais besoin de passer par tout un moment où il n'y avait pas ça, où on était complètement en dehors de ça. Et que là, oui, peut-être, mais pas forcément, à un moment donné, j'allais avoir envie de ça. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que je le remarque aussi chez moi, effectivement, le fait que bah, j'ai besoin de ce moment d'intimité avant, de connexion avec mon mari, où on se pose, où on s'écoute mutuellement. Mais pour ça, je dirais, c'est important que les deux soient ouverts à ce moment et puis qu'ils comprennent l'importance aussi de ce moment parce que je peux imaginer que dans un couple, s'il y a des personnes qui nous écoutent là et puis que un des deux partenaires est pas du tout en mode écoute et qu'il n'a pas cette conscience que l'autre, en l'occurrence là peut-être l'épouse ou la femme dans le couple, a besoin de ce moment, ben, il y a jamais d'ouverture qui se fait. Et t'en penses quoi de ça, Fabienne? Alors, il faut être conscient de soi-même qu'on a besoin de ça déjà, et ensuite il faut le transmettre à l'autre. C'est important. Et je dis souvent aux femmes, acceptez d'être des initiatrices. Après, effectivement, l'homme doit être ouvert à ça. Et ça, c'est pas évident. C'est pas Mhm. évident parce que ça nous connecte à notre vulnérabilité. Ça. À notre sensibilité, à notre vulnérabilité. Et j'ai fait une formation là récemment aussi avec Laura Pinson. Son univers vaut vraiment le coup d'aller explorer, de l'explorer parce qu'elle donne vraiment des réponses à tout ça aussi par sa lecture de l'énergie de vie. Elle appelle ça le sensitif, ce dont on parle. Mhm. C'est-à-dire voilà, la sensualité, explorer son corps par les sens, explorer tout son corps, pas seulement les organes génitaux et les zones érogènes, mais tout son corps. Et que souvent les femmes ont besoin de ça, pas forcément, mais quand même souvent, et qu'elles n'osent pas le dire ou qu'elles ne le savent pas elles-mêmes en fait. Et que les hommes sont souvent, mais pas toujours non plus, non, on va pas aller dans les généralités, mais c'est quand même une majorité d'hommes qui sont coupés de ça, et que c'est en relation avec leur mère, avec la relation avec leur mère. Est-ce que tu peux préciser un petit peu ce que tu entends par là, Fabienne, s'il te plaît? En lien avec leur mère, dans le sens où, justement, le lien avec la mère, c'est le lien avec le corps. C'est le lien avec la sensualité, c'est elle qui nous soigne quand on est bébé, la plupart du temps. Bon, encore Mhm. qu'aujourd'hui, on peut re-questionner ça. Mais c'est aussi... Et quand la mère a été intrusive, incestuelle, pas forcément incestueuse, mais incestuelle, Mhm. euh, parce que peut-être sa relation avec son mari ne lui apportait pas ce qu'elle voulait, elle a investi sa relation avec son fils, et que du coup, son fils prend de la distance par rapport aux femmes parce qu'il a peur encore d'être intrusé, tu vois. Mais ça, je parle vraiment de façon générale, il faudra aller plus loin Ouais. dans ce que je dis, mais de grosso modo, c'est ça, et c'est pas conscient la plupart du temps chez les hommes, tout ça. En plus, il y a une injonction que les hommes doivent pas montrer leurs émotions, donc ils sont pas en contact avec leur vulnérabilité, ils veulent pas être en contact avec leur vulnérabilité parce que c'est pas viril, c'est pas être un homme,
Mhm. Tout ça, voilà. Et c'est ça qui, finalement, fait un blocage à cette sensitivité, à cet aspect plus sensuel, plus dans le corps que les Mhm. femmes. On voit bien que les hommes, moi je le vois bien dans mes accompagnements, que les hommes sont beaucoup plus dans le mental la plupart du temps que les femmes. Les femmes aussi sont dans leur mental, souvent. Mais il y a quand même le fait on vit nos grossesses la plupart du temps, on vit un accouchement, on vit nos cycles qui nous connectent plus à nos corps que les hommes. Mhm. C'est plus facile pour nous d'accéder à ça et à nos émotions aussi. Ouais, et comme tu dis, effectivement, parce que la société nous y autorise aussi, Mm. et que, comme tu le disais, les hommes, bah, on les autorise pas à être proches de leurs émotions. Oui, c'est ça. Mhm. Et c'est pour ça que c'est difficile d'aller dans cette vulnérabilité, cette sensitivité. Or, pour être vraiment en lien dans l'intimité, il y a besoin de s'ouvrir à sa propre vulnérabilité. Et si on veut transmettre autre chose à nos enfants, Fabienne, par quoi est-ce qu'on commencerait? Qu'est-ce que toi, t'aurais envie de leur transmettre à eux pour qu'ils héritent pas de nos tabous, de nos peurs et de nos silences? Tu le verrais comment, toi, ça, Fabienne? Alors, déjà, j'ai envie de dire deux choses par rapport à ça. La première, c'est que les enfants, on leur transmettra toujours des blessures, il y aura des tabous. Il faut arrêter de vouloir ne rien leur transmettre de cet ordre-là parce que c'est impossible. Ça Mhm. n'existe pas, la perfection. Je le dis parce qu'il y a une tendance aujourd'hui à vouloir, je sais pas, oui, éviter à nos enfants le mal, quoi, enfin, de souffrir, non, ça c'est pas possible. Et Mhm. même pas en matière de sexualité. Et la deuxième chose, je dirais, pour essayer d'en transmettre le moins possible, on va dire ça comme ça, et bien de revisiter sa propre histoire, d'aller clarifier sa propre histoire par rapport à tout ça, et que quand on sent qu'il y a des blocages, qu'il y a des souffrances, qu'il y a des choses qui sont pas justes ou alignées en nous par rapport à l'intimité, à la sexualité, d'aller voir ce que c'est chez nous. Et en faisant ça chez nous, déjà, on libère aussi le chemin pour nos enfants, notre descendance. Mhm. Ensuite, d'installer une relation de confiance avec ses enfants. Là, je reviens à ta première question par rapport à la sexualité et que je disais c'est notre énergie de vie, c'est notre énergie de vie et nous, dans notre façon d'être avec les enfants, à l'école, euh, en tant qu'adultes, on a tendance à les couper de leur énergie de vie en permanence. Mhm. Est-ce qu'un enfant a besoin, ça c'est une vraie question pour moi, est-ce qu'un enfant a besoin d'être éduqué pour devenir un être humain? Ou est-ce qu'il n'a pas en lui tout le programme, comme un gland, comme une graine, tout le programme pour devenir l'être qu'il doit devenir? Et que nous, finalement, notre seul travail, c'est d'être à côté de lui et de l'accompagner là-dedans, sans vouloir le tirer, le pousser dans je ne sais quelle direction. Alors, on est bien loin de ça, hein, à l'école. Carrément. Voilà, c'est une question. Donc, si on voulait permettre aux enfants de vivre leur énergie de vie avec plus de liberté, ce serait peut-être de leur permettre d'explorer plein de choses, ce vers quoi ils seront appelés dans tout. Et pas Mhm. seulement dans la sexualité, dans tout. Dans leur enthousiasme, parce que regarde je sais pas, entre 0 et 3 ans, les enfants, ils sont incroyables, ils sont dans tout, ils bougent dans tous les sens, ils sont attirés partout, rien les émerveille, et tout à coup, ils vont à l'école, et tout ça s'éteint. Mhm. Leur énergie de vie a été déjà entamée. Oui, oui, c'est super intéressant. Bah, c'est vrai que ça demanderait à avoir un système scolaire qui soit complètement différent, qui permette à l'enfant de se découvrir, de découvrir ce qui l'entoure, sans, comme tu dis, que finalement on les castre, quoi, et on les met dans des cases. Je te rejoins absolument quand tu dis que c'est important de laisser l'enfant se découvrir et puis bah, juste être qui il est. Oui, oui, oui. Mais l'accompagner, vraiment. En tout cas, merci vraiment beaucoup, Fabienne, d'avoir ouvert la parole sur ce sujet.
Et pour toi qui nous écoutes, si tu souhaites retrouver Fabienne et ses accompagnements, je t'invite à aller jeter un œil dans le descriptif de l'épisode. Et puis, si tu as aussi envie de venir témoigner au micro du Clito, que ce soit avec ta casquette de professionnel ou avec ton vécu de personne qui se cherche, qui se libère et assume après avoir perdu son hippopète, ça, autrement dit, c'est quand tu as pu avoir l'impression que ta boussole intérieure faisait grève, eh ben, mon Insta est grand ouvert et toutes les infos sont dans le descriptif de l'épisode. Encore merci Fabienne pour ta présence aujourd'hui. Merci à toi. Et puis, moi je te dis à bientôt et rappelle-toi, chaque voix compte. Nom d'un clito, un espace ouvert à toutes et tous. Pour tout savoir sur l'univers Nom d'un clito et ne rater aucun épisode, suis le Clito sur Instagram sur le compte Nom d'un clito tout attaché. À bientôt!